Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du grand débat économique sur For You Media. Alors ce soir, on va s'interroger, du moins on va parler de monnaie, précisément de la planche à billets. Vous êtes nombreux à vous poser des questions justement sur cet instrument. Qu'est-ce que la planche à billets? Qui crée la monnaie? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne crée pas sa propre monnaie? Entre autres interrogations posées ce soir, eh bien, l'Afrique est le mythe de la planche à billets, car nous avons tous envie certainement d'appuyer sur un bouton et tout simplement imprimer notre monnaie, mais cela semble impossible. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est impossible justement d'imprimer sa propre monnaie? Pourquoi l'Afrique ne crée pas son propre argent, avec un accent particulier ce soir bien sûr sur l'Afrique francophone? Vous l'avez compris, on mettra donc un accent également sur le franc CFA. Alors qu'est-ce que la planche à billets? Quelles sont les conditions à réunir pour en avoir, qui crée de l'argent comme on l'a dit un peu plus haut? Et voilà donc les différentes thématiques ou alors questions qui seront posées ce soir. Et ensuite, pour sortir de cette émission, on reviendra du moins également sur le mot de l'écho. Vous le savez, chaque soir, du moins chaque dimanche, dans le cadre de cette émission, on explique un mot sur le plan économique qu'on a l'habitude justement d'utiliser, mais on ne comprend pas exactement les différentes implications. Eh bien, ce soir, on va parler de la balance commerciale. De toutes les façons, tout à l'heure, on en parlera avec notre invité. Vous le savez, ce sera bien sûr Paulela. Mais avant donc d'ouvrir le débat, on va commencer par l'actualité économique. Eh bien, on va commencer donc l'actualité économique du côté du Cameroun pour parler des perspectives économiques 2022. La BAD prévoit un taux de croissance de 3,8%. L'information est donc contenue dans le rapport annuel Perspectives économiques en Afrique en 2022 de la Banque africaine de développement. C'était lors de ces assemblées générales annuelles, vous vous souvenez, qui ont eu lieu du 23 au 27 mai 2022 du côté d'Accra au Ghana. En 2022 au Cameroun, là-bas de table donc une croissance du produit intérieur brut de 3,8% et 4,1% pour 2023, après que celui-ci se soit chiffré à 3,5% en 2021. On va poursuivre cette fois-ci du côté du Rwanda et parler, on va dire que le Rwanda est donc nommé en tout cas comme le seul pays d'Afrique subsaharienne avec une croissance de plus de 6% en 2022. Selon la Banque mondiale, cette année, le Rwanda sera le seul pays d'Afrique subsaharienne à enregistrer une croissance de plus de 6%. En tout cas, c'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le mardi 7 juin par l'institution bancaire. Pour rappel, déjà en avril dernier, le FMI avait indiqué qu'au moins 7 pays d'Afrique subsaharienne devraient enregistrer une croissance supérieure ou égale à 6% en 2022, avec en tête le Niger. Mais d'après la Banque mondiale, seul le Rwanda et la RDC enregistreront de telles performances cette année. On va en Côte d'Ivoire cette fois-ci pour parler de coton. Vous le savez, c'est une activité très prisée de ce côté-là. Eh bien, 16 millions de dollars ont donc été mobilisés pour développer le secteur du coton en Côte d'Ivoire, qui va donc être renforcé grâce à un programme d'un montant de plus de 16,5 millions de dollars. Selon les informations, ce financement est constitué de 2 prêts de la SFI et du guichet pour le secteur privé du programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'objectif de ce projet est de soutenir la création d'emplois et développer le secteur du coton ivoirien avec environ 1,2 million de balles produites chaque année. La Côte d'Ivoire est le 15e producteur mondial de coton durant la saison 2021-2022. Les prévisions de production ont été revues à la hausse pour atteindre les 600 000 tonnes contre 580 000 prévues en début de saison.
On va parler de migration cette fois-ci et on va, du côté parlant de la migration, on va dire, du moins cette information, l'Italie qui prévoit en tout cas prendre des dispositions. On parle de 75 000 permis de travail en 2022, en rappelant que plus de 20 000 migrants originaires des pays africains sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. La ministre italienne de l'Intérieur a annoncé le samedi 4 juin que son pays a décidé d'augmenter le quota d'immigration légale à 75 000 personnes en 2022 pour tenter d'atténuer la déferlante migratoire en provenance d'Afrique. Elle a également expliqué que l'augmentation des quotas d'immigration régulière par le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité économique, relevant au passage la signature d'un accord entre le ministère du Travail et les organisations patronales du secteur du bâtiment pour faciliter le recrutement de 3 000 migrants. Au Togo, plus de 11 000 micro-entreprises de jeunes créées donc en 2021. C'est ce que nous rapportent les informations de ce côté-là, selon les données bien sûr du ministère du Développement à la base, chargé de l'emploi des jeunes lors de la revue annuelle de performance. Une tendance en hausse d'environ 20% comparativement aux 9 400 micro-entreprises créées en 2020. Et bien selon le ministère, cette performance est portée par diverses actions, précisément la formation de plus de 14 000 jeunes et femmes en entrepreneuriat. Aussi, au cours de l'année, près de 6,3 milliards de francs CFA de crédit ont été alloués pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et leur auto-emploi. Direction le Gabon, là-bas on veut donc moderniser le réseau ferré. C'est bien sûr la société d'exploitation du Trans-Gabonais qui a commandé 6 nouvelles locomotives, selon une indication du directeur général de cette structure dans une interview accordée au journal Les Échos des Échos. Un premier lot de cet équipement devrait être livré dès la fin de cette année 2022. On va sortir justement de l'actualité économique. On va parler cette fois-ci des bourses africaines et on va dire que les principales bourses africaines affichent des baisses records après le repli des cours mondiaux de pétrole. Le Royaume donc a décidé d'accroître son offre de pétrole sur le marché tout en baissant les prix, augmentant des capacités de consommation dans un contexte de faible demande en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'inquiéter dans le monde. Les places boursières asiatiques, européennes et américaines, par contre, ont immédiatement ouvert dans le rouge, sont dans le rouge, les investisseurs craignant une escalade qui pourrait provoquer une nouvelle crise mondiale. En effet, faisant perdre au pétrole 30% de sa valeur en un jour. De nombreux actifs financiers adossés sur cette matière première risquent eux aussi d'entraîner de grosses pertes pour leurs investisseurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour l'information économique. Tout de suite, le grand débat. Voilà, retour sur ce plateau pour le grand débat, l'ouverture bien sûr de ce débat. Comme on l'annonçait bien sûr en titre, on parle de monnaie. Qui crée l'argent, qui crée la monnaie? C'est quoi la planche justement habillée? On va bien sûr avec nos invités essayer de répondre à ces différentes interrogations. Je m'en vais donc rapidement présenter mon panel. Déjà, j'ai le docteur Célestin Tchakounté qui intervient depuis Yaoundé via Zoom. Docteur Tchakounté, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Oui, bonsoir Manuela. C'est la première fois que j'interviens sur le plateau. Je profite pour adresser un grand bonjour à vos téléspectateurs et également à l'équipe technique, évidemment à tous les autres panélistes que je vous attends que vous les présentiez. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, docteur Célestin Tchakounté. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue justement dans la grande famille de For You Media. Eh bien, je m'en vais présenter les autres panélistes ici qui m'accompagnent sur ce plateau. Le docteur Nouma, vous êtes avec nous. Bienvenue à vous, docteur Nouma. Bonsoir,
Madame Manuel Siké. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir au docteur Tchakounté de Yaoundé. Oui. Et merci de m'avoir invité. Bonsoir surtout aussi à nos millions de téléspectateurs. Merci à vous, docteur Ndouma, d'être là également pour cette autre invitation que vous nous avez justement de moi accordé, accepté sur For You Media. Eh bien, Paulela est aussi avec nous ce soir. Une fois de plus, bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir Manuela, Paulela est là, il est toujours là. Et bonsoir à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Bonsoir à l'invité que vous avez nous fait le bonheur d'avoir de l'autre côté, Célestin, qui est un grand frère que je salue. Et bonsoir aux autres membres du panel que vous avez allé présenter. Voilà, merci à vous, Paulela. Eh bien, on a également un autre invité sur le plateau, c'est bien sûr le docteur Yamb Timba qui est avec nous, le temps justement de régler les petits détails avec le docteur Yamb Timba. On va justement ouvrir le débat pour parler justement, parler de notre thématique centrale. Eh bien, je vais peut-être commencer par vous, docteur Célestin Tchakounté, concernant la planche habillée. Alors, beaucoup s'interrogent sur l'utilité, ou du moins, oui, qu'est-ce que la planche habillée déjà, pour qu'on comprenne exactement. Alors, la planche habillée, en fait, c'est la capacité de pouvoir continuer à produire de l'argent dans les quantités qu'on souhaite. Parce qu'en fait, d'abord, il faut avoir sa monnaie, ça c'est la première chose. Dans la capacité de créer de la monnaie, on va y revenir. Donc, quand on parle de planche habillée, lorsque on décide de créer beaucoup plus de monnaie, ça peut souvent la monnaie de singe, en fait. C'est-à-dire que ça ne correspond presque plus à la réalité, mais c'est une technique qui est utilisée par tous les pays du monde, hein, notamment en commençant par les premiers, les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui, d'ailleurs il y a beaucoup d'experts qui disent que les Américains sont en train, avec leur planche habillée, d'entraîner le monde vers une crise majeure, dans la mesure où les dollars qui sont en train d'être créés ne correspondent plus à rien du tout. Que l'économie américaine serait dans l'incapacité de rembourser tous les dollars qui sont en circulation. Donc, cette force-là a été passée, le fait que, bon, les Américains payaient tout en dollars. Et maintenant, avec l'éruption de nouvelles monnaies, comme le rouble, avec la crise que nous connaissons aujourd'hui, avec l'émergence d'une nouvelle superpuissance de la Chine, vont faire en sorte que le dollar va perdre cette capacité de plus payer. À un moment ou à un autre, l'économie américaine devra rembourser tous les dollars qui sont en circulation. Et certains disent que là, on pourrait se retrouver dans une crise majeure. Donc, cette planche habillée, donc, comme je dis très simplement, c'est la capacité de mettre autant de billets qu'on le souhaite, parce qu'il faut bien dire une chose simple. Le schéma du développement d'un pays, c'est quoi? C'est d'abord, au départ, c'est l'endettement, ça va être trouver des ressources, et parfois sur la base de rien. C'est ce qu'on appelle la planche habillée. Et donc, ces ressources génèrent l'investissement, et les caisses d'investissement créent de la richesse. Donc, si on n'a pas accès à la planche habillée, si on n'aura pas accès à l'investissement, et si on n'a pas accès à l'investissement, ben, on ne pourra pas se développer. Et donc, et cela, on arrive tout de suite sur le front CFA, c'est le sujet du débat. Le plafond de l'endettement en zone CEMAC est de, je crois, 15% du PIB. Et ce plafond est de 25% en zone UMOA. Déjà, il y a une question qui se pose. Pourquoi 25% en zone UMOA et 15% en zone CEMAC? Je n'ai pas de réponse, mais je peux suggérer que c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup plus d'entreprises françaises dans ces zones-là, dont il faut mettre la monnaie à leur disposition pour pouvoir se développer. Et enfin, en zone euro, le plafond de l'endettement est de 100% du PIB. Vous comprenez donc que, d'ailleurs, tous les pays développés sont très endettés. Les États-Unis, on ne maîtrise même pas véritablement ce que c'est. La France, je dis, à autour de 100
110-120% du PIB d'endettement. La Grèce est à 145%, ça n'a pas changé depuis sa crise. Qui d'autre? Le Japon est à 212% du PIB, le Cameroun c'est autour de 40%. Donc tous les pays développés sont des pays très endettés, parce que c'est l'endettement qui apporte l'investissement, et c'est l'investissement qui apporte le développement. Donc nous sommes dans un système monétaire qui nous interdit le recours à la planche à billets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre la monnaie dont on a besoin pour pouvoir se développer. Et avec un plafond de 15% de dette, nous ne pouvons donc pas aller très loin, face déjà à la zone UEMOA, qui elle est à 25% du PIB, et on est encore beaucoup plus loin de la zone euro, et qui sont à 100% du PIB. Donc nous sommes bloqués, parce que notre monnaie, ce qu'on appelle notre monnaie, elle est gérée à Paris par des gens qui ne nous connaissent pas, des gens que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, je voudrais dire que j'ai commencé l'autre jour à écrire quelque chose sur le franc CFA, mais c'est encore un peu long, sur la monnaie en général, mais je suis encore au tout début, je peux encore dire où ça va aboutir, mais j'ai décidé de faire une réflexion beaucoup plus poussée là-dessus pour arriver à sortir quelque chose, parce que véritablement, les gens disent souvent, j'entends certains experts nous dire, non, avant de parler de la monnaie, parlons d'abord de la production. Les deux sont liés, et d'ailleurs, la monnaie précède la production. Je vais m'avancer un peu dans le débat, mais je vais chuter avec ce point-là. Et il faut savoir que cette monnaie, ce truc que nous avons qu'on appelle la monnaie, la France aurait dû l'avoir aussi en 1945, quand les Américains débarquent en Normandie, le 6 juin 1944. Les Américains sont venus avec une monnaie qu'ils avaient imprimée aux États-Unis et qui était assise sur le dollar. Donc, et la première décision du général de Gaulle a été d'annuler cela. Et chaque fois que je rencontre des rares personnes qui disent souvent qu'ils sont pour le franc CFA, parce que ils sont très rares. Quand les autres venaient qu'on débatte, ils s'enfuient. Je leur demande souvent, mais si notre système monétaire, entre guillemets, était si intéressant, pourquoi la France l'a refusé? Puisque c'était appuyé sur quand même la superpuissance de l'époque. Aujourd'hui, l'Amérique a perdu un peu de sa superbe. Mais à l'époque, les colonies américaines étaient tellement puissantes. Alors, il y avait une monnaie qui était émise aux États-Unis, qui était appuyée sur le dollar, qui était la monnaie toute puissante, mais les Français ont refusé. S'ils ont refusé, pourquoi ils ont mis ça chez nous? Donc, je vais m'arrêter là pour maintenant, mais c'est un vrai problème. Docteur Célestin Tchakounté, je reste quand même avec vous après votre développement. Finalement, le problème des pays, on va dire quoi, africains, en ce qui concerne la planche habillée, est-ce que c'est... Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de production. Et effectivement, beaucoup d'analystes estiment que c'est également une question d'économie. Il faut développer son économie. Alors, ce qui bloque les États africains, c'est quoi? C'est une question purement économique ou alors c'est également une question politique? Je dirais que c'est d'abord une question politique, parce que la décision de créer de la monnaie, c'est une décision politique au départ. Mais c'est une question qui est directement économique, parce que la monnaie, dans l'économie, c'est comme le sang dans le corps humain. Maintenant, si quelqu'un contrôle votre sang et qu'il le met sur une perfusion et vous le mettez dans votre corps, si vous dépendez totalement de lui. Je vais vous donner un premier exemple, qui est celui du plafond de l'endettement. Nous sommes à 15% du PIB. Et je peux vous assurer que je suis consultant, j'accompagne certaines PME. Je vous assure que l'un des plus gros problèmes de nos PME au jour d'aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Une étude récente a montré que 75% des PME qui naissent au Cameroun meurent avant 3 ans. Et attention, c'est des PME qui sont très rentables. Elles meurent pour des problèmes de financement. J'ai sous la main des PME qui sont très rentables, mais qui n'ont pas accès à des financements pour pouvoir investir. Donc c'est un problème sérieux. Vous avez aussi peut-être un autre problème qui est un peu marginal, celui de la disponibilité des pièces. Donc on parle depuis presque 8 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas de pièces? Parce que ces pièces-là bloquent le petit commerce, qui est extrêmement important. Donc,
qu'est-ce qui fait problème? C'est d'abord une décision politique. C'est certainement les accords qu'on nous a fait signer ou bien des décisions qui ont été prises lors de... Il faut savoir que le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945. Pour la signature, il y avait 3 Français autour de la table. Il y avait le général de Gaulle, Premier ministre du gouvernement provisoire. Il y avait Jacques Soustelle et Michel Pleuvin, ministre des Finances et ministre des Colonies. Voilà les 3 qui ont pris la décision de nous doter d'une monnaie, enfin de ce qu'ils appellent une monnaie, parce que pour moi, ça n'en est vraiment pas une. Je peux pousser un peu plus loin. Hein. Déjà, même les noms nous posent problème à plusieurs titres. En fait, tout pose problème avec ce machin qu'on nous a mis entre les mains. Et il est évident que, en fait, c'est comme si nous attachions les pieds et les mains et nous demandions de courir un marathon contre des gens qui, eux, sont bien entraînés, qui ont toute leur liberté de manœuvre. Il est clair que nous allons perdre. Ou allons nous attacher les mains, ou nous envoyer combattre contre un boxeur. Ben, il est clair que vous soyez le plus fort du monde. Si on vous attache, vous soyez même ganou. Si on vous attache les mains, vous ne pouvez pas combattre contre n'importe qui. Donc, le franc CFA est un problème pour nous. Donc, ça nous empêche d'abord d'avoir une politique monétaire et une politique économique. Parce que la planche à billets, en fait, c'est une extension, en fait, de la politique économique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'économie a besoin de plus de billets et des moments où elle a besoin d'une masse monétaire moins importante. Ça, c'est la gestion. Un peu comme lorsque vous conduisez votre voiture. Il y a des moments où vous avez besoin d'accélérer parce que la route est dégagée, parce que la route est bien, parce qu'elle est sèche. Il y a des moments où vous avez besoin de ralentir parce que la route est glissante, parce que la route est mouillée. C'est la même chose quand on gère sa monnaie. Et d'ailleurs, c'est le rôle d'une banque centrale, c'est le rôle du ministre des Finances de gérer la monnaie. Donc, lorsqu'on n'en a pas, on fait du bricolage, tout simplement. Voilà, merci. Merci une fois de plus à vous, docteur Célestin Tchakounté. On revient ici sur le plateau pour poursuivre le débat avec vous, docteur Yomb Timba. Alors, la question justement de la monnaie, par de planche à billets, par ricochet, est une question directement économique, mais finalement, que l'on ne pourrait dissocier de la question politique. La monnaie est une question politique, d'abord. D'abord politique. C'est d'abord une question politique, comme le disait Célestin Tchakounté. Oui. La monnaie est d'abord une question politique. Okay. Parce que la monnaie fait partie du triangle de souveraineté. Le triangle de souveraineté, c'est la monnaie, c'est la défense, c'est la justice. Tout à fait. Pour que vous ayez un pays souverain, vous devez pouvoir contrôler ces 3 éléments. Si vous ne les contrôlez pas, votre pays n'est pas indépendant. Et pire, lorsque vous avez un environnement très spécial comme celui de la zone franc CFA et franco-comorien, où en fait des gens ont créé quelque chose sans vous, du temps de la période coloniale et de tutelle, mais vous êtes devenu indépendant, mais cette chose est encore là. Et de l'autre côté, parmi les autres pays, parce qu'il y a différents types de problèmes en Afrique. Vous avez la zone CFA et franco-comorien qui a un type de problème. Oui. Vous avez les autres pays, de manière générale, qui sont des pays beaucoup plus libres, puisque ces pays ont leur propre monnaie. Il y a quand même des pays qui sont des exemples, disons, asymptomatiques, qui ont donné le sentiment qu'avoir sa monnaie était très compliqué, très difficile. Et c'est l'exemple qu'on renvoie toujours aux pays de la zone du franc CFA, on utilise le franc CFA et le franc comorien, en leur disant, mais oui, vous avez vu le Zimbabwe, vous avez vu leur monnaie, la RDC, et tout ça. Et tout ça, oui, sauf que personne ne parle de l'Éthiopie, personne ne parle du Ghana, personne ne parle du Nigeria, personne ne parle même de pays beaucoup plus petits comme Djibouti, ou l'Érythrée, ou je ne sais pas moi, personne ne parle de la Tanzanie. Donc, mais cette question est une question éminemment politique quand on regarde tout cela. Parce qu'en fait, cela nous renvoie à une chose simple, c'est qu'il y a en Afrique des pays indépendants et des pays qui ne sont pas encore indépendants. Parce que vous ne pouvez pas manquer de maîtriser votre triangle de souveraineté et prétendre que vous êtes indépendant, vous ne l'êtes pas. Mais si vous voulez faire des affaires avec la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, elle ne vous connaît pas. Vous allez vendre, acheter avec quoi? Elle va vous payer avec quoi? Donc,
vous ne pouvez pas avoir l'attitude russe qui dit vous me payez en rouble, parce que vous n'avez pas, personne ne va vous payer en francs CFA, ce n'est pas votre monnaie. Et dans ce cas particulier, il y a une attitude, il y a un problème fort que nous avons déjà, dont nous avons parlé sur ce plateau, un problème de courage. Le problème de l'Afrique, où on parle le français, où on utilise le franc CFA et le franc comorien, est un problème de courage. Vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau et le volume économique des États-Unis pour avoir votre monnaie. Mais le Bhoutan a quel volume économique? Le Honduras a quel volume économique? La Gambie. La Gambie, par exemple, oui. Et il y a le professeur Bahebek qui disait même l'Afghanistan a sa monnaie. Bon, alors bref. C'est-à-dire l'idée qu'on a un pays totalement détruit par des décennies de guerre, tout à fait, mais qui a quand même sa propre monnaie, donnait un sentiment un peu bizarre. La monnaie est d'abord politique parce que, en fait, du fait du triangle de souveraineté, mais également du fait qu'il y a des éléments qui sont des éléments de gestion politique des pays, qui donc ont besoin de la monnaie pour exister et en même temps pour donner aux hommes politiques les leviers à partir desquels ils organisent le pays. Vous avez les questions comme celle de politique monétaire. C'est à la fois, c'est pour ça que la monnaie est quelque chose d'extrêmement important, parce que si on dit c'est d'abord une question politique, c'est parce qu'il faut prendre la décision de battre monnaie et de décider du statut de la monnaie dans votre pays. Lorsque les États-Unis décident en 1913 de privatiser la réserve fédérale, donc de privatiser l'émission monétaire, c'est une décision politique qui n'est pas d'abord économique. Et donc, vous avez dans nos environnements l'idée que, je reste dans les pays où on utilise le franc CFA et le franc comorien, l'idée que ces pays-là ne disposent pas des outils de gestion politique de leur pays. Il vous faut une politique monétaire pour que vous ayez une politique économique. Et vous faites des ajustements monétaires de votre politique monétaire en fonction du comportement de l'économie. Et donc, comment est-ce que votre politique monétaire a pu s'implémenter ou être conduite, et est-ce que les objectifs ont été atteints, quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face, vous ajustez votre politique monétaire. En fait, c'est des outils. Vous sentez justement la souveraineté là à ce moment. C'est-à-dire que nous pouvons regarder et nous décidons de ce que nous faisons. Et à ce niveau, vous êtes sur des éléments politiques, sur des décisions souveraines. C'est vous qui décidez d'ajuster soit vos taux d'intérêt, le niveau d'escompte, ces choses-là, qui relèvent de votre seule vision, de votre seul programme politique, des objectifs politiques et sociaux que vous vous donnez vous-même. Et vous utilisez ces outils-là pour pouvoir les atteindre. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, ceux où on utilise le franc CFA et le franc comorien, on n'a pas la capacité de le faire. Dans les autres pays, mais cela permet d'intégrer également le premier groupe, l'Afrique fait face à une guerre totale que lui livre l'Occident. Et beaucoup de gens pensent que la guerre, c'est quand les canons crépitent et que les missiles volent. Pas seulement. La guerre totale, c'est lorsque, par exemple, on fait de la spéculation contre la monnaie du Zimbabwe pour casser cette monnaie parce que les Zimbabwéens ne veulent pas d'homosexualité dans leur pays, parce qu'ils estiment que la réforme foncière doit ramener les terres de leurs ancêtres aux Zimbabwéens de souche, dont les Zimbabwéens noirs, puisqu'ils ne comprennent même pas très bien que les gens se sont installés dans leur pays, les ont colonisés et revendiquent quand même le fait qu'ils soient égaux, ils aient le même statut qu'eux, dont les ancêtres ont subi la colonisation des autres. Donc, etc., etc. Et les gens vont donc spéculer ou mettre en place des mécanismes qui vont faire que cette monnaie va se détériorer. La valeur de cette monnaie va totalement se détériorer. Et la conséquence, c'est que tout le monde dira, mais regardez, les Africains, ils ne savent pas gérer une monnaie. Bon, lorsqu'en 2020, 2019, il a été dit que le Ghana avait été le pays qui avait le mieux géré sa monnaie dans le monde, ben, là, personne n'en a parlé. Ça n'intéressait personne. C'est les banques centrales, c'est les gouverneurs des banques centrales du monde qui l'ont dit, qui ont décerné ce prix-là au Ghana. Donc, vous voyez que, en fait, tout ça est très lié, mais il y a quand même quelque chose à la base.
c'est la capacité des politiques, c'est la vision des politiques, une décision des politiques d'avoir cette monnaie et d'en faire un outil privé ou un outil public en fonction du fait que la monnaie publique relève donc d'une banque centrale publique ou la monnaie privée relève d'une banque centrale privée. En réalité, vous n'avez pas forcément la même configuration économique. Donc, pour dire les choses en un mot, la question de la monnaie en Afrique, en tout cas aujourd'hui, quel que soit l'un des deux groupes que vous prenez, est la question de la souveraineté de ces États. Je vous relance à propos, peut-être, question bête peut-être. On a parlé tout à l'heure du Ghana, du Nigeria, qui ont justement leur propre monnaie. Alors, c'est un raisonnement. Alors, si on a sa propre monnaie, ça veut dire automatiquement qu'on a sa planche à billets. Automatiquement. Alors, la planche à billets, c'est une expression un peu péjorative. Donc, voilà. Elle est péjorative et je crois que c'est une expression... En Afrique, elle a été popularisée en relation avec le Zaïre de l'époque. D'accord. Lorsque c'est une expression qui existe de manière générale, mais je veux dire en Afrique spécifiquement, dans les années 80 particulièrement, elle a été popularisée en relation avec le Zaïre. Ou si vous voulez, vous pouvez, pour ceux qui peuvent revoir le film Mobutu, roi du Zaïre, donc vraiment, c'était... On fabriquait la monnaie de façon sans relation réelle avec l'économie. Il suffisait que le président ait validé par exemple un événement. On pouvait fabriquer de la monnaie pour financer l'événement. C'est justement là où intervient justement le fond du débat, parce que beaucoup se demandent, mais si on dit que les pays africains, entre autres, pour ceux qui ont par exemple leur monnaie, mais pourquoi tel pays a des difficultés économiques, financières, mais pourquoi ne pas simplement appuyer et puis voilà, imprimer sa monnaie? Oui, parce que la monnaie, parce qu'en même temps, la monnaie, lorsqu'on dispose finalement de sa monnaie, mais ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'on reste là, on dit, ouais, j'ai besoin de quelques billets, et puis on imprime. Non. La monnaie, c'est vraiment ce qui est à la base, qui est à la fois au début et à la fin du cycle économique. Tunjang Pwemi définissait ça en disant c'est une créance à vue sur le système bancaire. Créance, d'abord nous devons, cet instrument-là, nous devons avoir foi, avoir confiance en cet instrument. Mais la confiance que nous avons en cet instrument-là vient de la qualité de sa gestion. Attention, essentiellement de la qualité de sa gestion. Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'elle est utilisée à bon escient? Est-ce que cette monnaie-là ne sert pas à des choses qui ne rentrent pas dans le cadre d'une politique économique clairement définie? Lorsque cela n'est pas fait, en réalité, les acteurs économiques perdent confiance en cette monnaie et se dévalorisent. L'autre chose, c'est que le gouvernement ne doit pas utiliser la planche à billets pour des futilités. Ça reviendrait à dire, vous vous endettez pour aller en boîte de nuit. C'est exactement ce que ça signifierait. C'est-à-dire que vous prenez un individu qui va s'endetter parce qu'il va aller acheter du champagne en boîte de nuit. Vous n'avez créé aucune valeur avec ça. Or, vous vous endettez pour créer une entreprise, pour vous former, vous générez de la valeur ajoutée. La monnaie ne doit servir qu'à générer de la valeur ajoutée. Et dans le circuit que présente Tunjang Pwemi, créance à vue sur le système bancaire, c'est que vous avez une monnaie, un bien vide au départ. Et ce bien vide est créé ex nihilo par la Banque centrale. Et sur la foi, parce que la monnaie a à la fois un pouvoir libératoire, donc je vous donne tel montant, ça correspond, c'est la contrepartie pour votre téléphone. Mais il y a également si vous voulez, un pouvoir si vous voulez, fiduciaire. C'est pour ça d'ailleurs on dit la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire on y croit, fides, la foi. On y croit. Et donc, à chaque fois, l'idée est que la monnaie est créée ex nihilo, on écrit. Et ce pouvoir libératoire qu'on vous donne vous permet en fait de créer de la richesse. La richesse que vous créez, c'est ça le bien rempli. Et en fait, c'est ça que vous retournez quand vous remplissez, vous remboursez votre crédit, vous retournez un bien rempli à la banque. Donc, vous avez généré de la valeur ajoutée. Donc, un pays gère sa monnaie avec pour unique objectif. Il n'y a pas 10 buts. Il y a un seul but de gestion de la monnaie,
la création de la valeur ajoutée. Tant que si ça n'a pas créé de la valeur ajoutée, c'est une très mauvaise gestion. Et donc, mais la valeur ajoutée n'est pas nécessairement les biens physiques. Ça peut être des services, mais ça peut être par exemple des choses comme de la compétence lorsque vous financez la formation des gens dans votre pays. Donc, en fait, la planche à billets, c'est quelque chose de péjoratif. Généralement, c'est une expression généralement utilisée en économie pour dire que les gens ont dévoyé le but premier de l'émission monétaire. En fait, ils créent de la monnaie, ils fabriquent de la monnaie, non pas pour le but qu'il est fixé de générer de la valeur ajoutée, mais pour autre chose, soit pour couvrir un endettement, soit pour couvrir une mauvaise gestion, alors qu'en réalité, on ne doit émettre de la monnaie que pour soutenir les acteurs économiques. Et donc, la planche à billets, c'est plutôt quand un pays en arrive à cela, en fait, c'est plutôt négatif. Ça veut dire que on crée de la monnaie pour juste en jouir et non pas pour générer de la valeur ajoutée. Merci à vous, docteur Yamb, justement. Docteur Ndouma, alors, je vais vous poser la question sur la base de la chute, justement, du docteur Yamb. Lorsqu'un pays, je pense bien que c'est ça, si on en arrive à cela, c'est que c'est plutôt péjoratif lorsqu'on arrive justement à la planche à billets. Alors, est-ce que l'Afrique devrait avoir sa planche à billets, finalement? L'Afrique doit avoir sa monnaie, c'est ce qui est réclamé de toutes les façons. Mais finalement, de quelle façon? Alors, l'Afrique, c'est au moins 54 pays, Madame Siké. Donc, est-ce que l'Afrique devrait avoir sa propre monnaie? Je dis spontanément oui. Parce que je fais partie de ceux qui estiment, comme le docteur Yamb l'a si bien dit, et le docteur Tchakounte également, que la monnaie fait partie de la souveraineté d'un État. Donc il faut que chaque État ait sa monnaie comme élément de souveraineté. Mais je voudrais un peu m'étonner parce que la monnaie c'est un papier. Oui. C'est un bout de papier sur lequel on a mis des écriteaux, etc. Tout à fait. Et qu'on peut déchirer si ce n'était pas fiat. Fiat, c'est-à-dire qu'on dote ce papier-là d'un pouvoir légal, qu'on l'impose, en réalité. Donc, à partir de ce moment-là, si on a un papier, il faut des choses qui vont donner de la valeur à ce papier-là. La confiance qui doit être développée par la communauté qui utilise la monnaie doit partir du fait que l'émetteur de la monnaie, qui généralement est un État, a une réserve qui a de la valeur. Vous saviez que les monnaies, jusqu'à un certain moment donné, notamment aux États-Unis, le dollar était toujours adossé à une quantité d'or correspondante. Et pour des raisons qui sont politiques, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de dollars qui se sont retrouvés en Europe, etc. Et à un moment donné, il y avait le risque que les Occidentaux réclament la contrepartie en or par rapport à ces dollars-là qui étaient en leur possession. Et donc les Américains ont anticipé. Donc ce sont des décisions politiques. Maintenant, s'ils ont décidé de déconnecter ce papier-là de ceux qui donnaient de la valeur au papier, en réalité, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, les monnaies, au-delà de ce que le docteur Yamb a dit, parce que c'est un vide qu'on remplit avec de la valeur, il y a que on doit adosser ce papier-là à de la richesse matérielle. Et je fais un clin d'œil aux pays africains. Quand on parle d'or, pratiquement 90% des pays africains ont de l'or. Et pour ne pas parler d'autres minéraux. Donc, d'où vient-il que les pays qui n'ont pratiquement pas de l'or, n'est-ce pas, ont la monnaie, et les pays africains qui, pour la plupart, sont très riches en or, diamants, etc., n'ont pas pour la plupart la monnaie. Vous voulez dire que si les pays africains prennent par exemple, utilisent peut-être le schéma par exemple par rapport à la guerre en Ukraine, on a vu la Russie qui a décidé justement d'imposer sa monnaie, le rouble est adossé bien sûr à l'or. Donc si les pays africains utilisent justement ce schéma, vous pensez que
il pourrait s'imposer justement sur ce plan-là? Les pays africains doivent exploiter leur force pour pouvoir s'imposer sur la scène internationale. La force des pays africains, pour la plupart, c'est la richesse du sous-sol. Ce sont les minéraux dont regorgent les sous-sols des pays africains. Mais c'est une aberration d'avoir autant de richesses, n'est-ce pas, et de ne pas avoir un instrument qui est adossé à cette richesse-là, d'exporter cette richesse vers les pays occidentaux qui la magasinent, qui la stockent et développent donc la monnaie qui aurait pour valeur le stock qui a été fait par ces pays-là. C'est une aberration. Et je pense que c'est donc une question de courage politique, qu'on ait des politiques qui décident, n'est-ce pas, d'exploiter ces minéraux-là en notre faveur, c'est-à-dire pour le compte des pays africains. Donc, si nous avons de l'or, pourquoi l'expatrier, l'exporter à vil prix au lieu de le stocker pour donner de la valeur à notre monnaie que nous devons créer et qui va donc donner un sens à ce qu'on peut appeler la planche à billets. C'est un mythe parce que on a l'impression que les chefs d'État africains, pour la plupart, ont peur de décider de la création monétaire. Parce que quand vous posez la question qui crée la monnaie, est-ce qu'il s'agit de la décision politique de créer la monnaie ou il s'agit de l'imprimerie? Parce que quand on parle de planche à billets, il y a aussi sur le plan visuel, que quand vous voyez, pour ceux qui voient un peu comment ces usines-là fonctionnent, vous voyez, on appuie sur un bouton, le programme est déjà calé, et puis les billets sortent, on les découpe, on les amasse, on les attache comme des marchandises. Une monnaie, c'est un bien, un bien marchand, pas qu'on peut marchander, un bien marchand, on vend et on achète de la monnaie. Si on parle du forex, c'est un marché où on vend et on achète de la monnaie. Donc l'argent, c'est en même temps une marchandise. Il ne faut pas que ce soit perçu comme étant quelque chose d'extraordinaire. Donc, planche à billets, oui, parce que généralement, quand on veut un produit, c'est vraiment en quantité. Ok, ça c'est au niveau de la production. Mais c'est en quantité, mais on a l'impression que c'est limité. On a l'impression que... on se dit, bon, en Afrique, c'est vraiment une image. On va envoyer telle quantité... Vraiment, on se demande à qui profite justement. Oui, vous faites oui. Ça, je sais que vous avez des questions tellement pertinentes. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas de banque centrale. Vous voyez, depuis qu'on parle là, qui crée la monnaie, la décision est politique d'avoir sa propre monnaie, mais qui l'imprime, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale. Alors, la décision d'alimenter le circuit économique des quantités contrôlées de monnaie relève de la banque centrale, même si elle est influencée par l'État. C'est pour ça que certains pays, comme les États-Unis, optent de privatiser la banque centrale pour que l'État ait moins d'influence sur les décisions que cette banque centrale va prendre par rapport, n'est-ce pas, à l'émission monétaire. Donc, cela dit, à partir du moment où, je vous prends d'abord un cas de figure. L'État se finance par les impôts. Par les taxes et par les emprunts obligataires. C'est comme ça que l'État se finance. Maintenant, s'il arrive que l'État qui ne produit rien, parce que normalement l'État ne produit rien, excepté quelques entreprises publiques qui appartiennent à l'État, mais l'État en lui-même ne produit rien, ne vend rien. Vous voyez? Donc, l'État n'a que des dépenses en réalité. À partir de ce moment-là, l'État s'endette automatiquement. Alors, quel est le rôle de la Banque centrale lorsque un État est dans une situation où il a besoin de liquidité, mais il est aussi suffisamment endetté? Les vraies banques centrales rachètent la dette de l'État, qui peut être une dette publique, n'est-ce pas? Ou bien une dette privée, c'est-à-dire les obligations qui sont émises par les entreprises, ou bien les bons de trésor. Donc, la Banque centrale rachète et en contrepartie émet de la monnaie pour mettre à la disposition de l'État, pour que l'État continue et les entreprises avec de piloter l'économie. Et ce qui se passe, c'est qu'on va différer dans le remboursement de cette dette sur 5, 10, 15, 20 ans. Alors, quand vous n'avez pas une banque centrale, est-ce que ça, ce que je viens de dire, est-ce que c'est faisable en zone CEMA, par exemple?
Ce n'est pas faisable. Donc, les États se trouvent coincés. Le docteur Tchakounte parlait du plafond de 15% de dette. Ouais. Mais c'est terrible, cette histoire-là. L'État fonctionne avec l'endettement. L'État fonctionne avec l'endettement. Quand on plafonne à 15%, c'est parce que ce n'est pas l'État lui-même qui a les manettes libres de pouvoir décider de tourner la planche à billets, pour utiliser donc cette expression maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, on revient sur la question fondamentale. Quand est-ce que nos chefs d'État vont prendre la décision courageuse de dire que nous créons notre monnaie? Parce que c'est simplement une décision à prendre. Et le reste va suivre. Et le reste va suivre. Donc, c'est vraiment un mythe, comme vous l'avez si bien dit, et nous continuons d'espérer que tous les blocages, toutes les entraves que nous relevons par rapport au fait que nous n'avons pas de banque centrale, des banques centrales qui sont dépourvues de leur pouvoir de création monétaire, ne sont pas de banques centrales, parce qu'elles ne peuvent pas jouer le rôle que je viens par exemple d'illustrer, un rôle que joue la Banque centrale américaine. Oui. Vous êtes au courant de tout ce que les Américains ont fabriqué comme argent depuis la crise du Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de tous les milliards d'euros que la Banque centrale européenne a mis en circulation à cause des différentes crises que je viens d'évoquer. Donc, si vous n'avez pas une banque centrale, comment est-ce que vous pouvez gérer des situations de crise aussi importantes et continuer de piloter votre économie? Là, on n'a même pas parlé encore de l'inflation. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y en a bien sûr. Parce qu'il y en a également qui vous diront que oui, planche à billets signifie inflation. D'ailleurs. Voilà. Donc, en réalité, peut-être que ça va arriver. Justement. Voilà. Donc, une question adressée justement à Paul est là. Entre autres arguments, justement, avancés lorsqu'on parle de planche à billets en ce qui concerne les États africains, le docteur Ndouma l'a si bien dit, on parle d'inflation, on parle d'incapacité également des économies africaines justement à pouvoir supporter cette opération. On parle de masse monétaire, entre autres. Alors, mes prédécesseurs ont suffisamment balisé le sujet en expliquant bien que il est illusoire pour un pays de penser son développement et même sa gestion économique s'il n'a pas de politique économique. La politique économique, c'est principalement la politique monétaire, la politique budgétaire. Oui. Et on ne parle pas de politique monétaire si on n'a pas sa propre banque centrale. C'est une ineptie. Donc, les banques dites centrales, que ce soit de la CEMAC ou de l'UEMOA, en réalité, ce sont des comptoirs du Trésor public français, tout simplement. Et donc, la véritable banque centrale à laquelle sont assujettis les pays de la zone CEMAC, UEMOA et du franc comorien, c'est en réalité la Banque de France, qui, je vous le rappelle, a le monopole de la fabrication des billets de monnaie du franc CFA depuis 1945. Ça fait 75 ans. Et en clair, ça veut dire le renflouement des caisses depuis 75 ans, donc près d'un siècle, des comptes de la Banque de France et de la France, et donc le renflouement de l'économie, le soutien à l'économie française. Oui. Parce que, évidemment, fabriquer des billets, ça a un coût, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, la monnaie est un objet de spéculation. Donc la monnaie même peut être considérée et est un bien. Donc la monnaie en elle-même, lorsqu'on la fabrique, vous passez commande, c'est-à-dire les pays de la zone CFA et du franc comorien passent commande à la Banque de France, qui depuis 75 ans fabrique les quantités de monnaie qui sont destinées à nos pays. Ça, c'est une chose. Mais qui contrôle la France pour savoir si la quantité nécessaire de monnaie, même pas nécessaire, la quantité que elle juge nécessaire de monnaie pour comment dire ça, irriguer les économies de la zone CFA. Qu'est-ce qui dit que la France respecte? Si on dit par exemple que, un exemple, si on dit par exemple que la zone CEMAC a besoin pour l'année 2022, pour faire face peut-être aux différentes crises sanitaires, ukrainiennes et tout ça, enfin les contraintes qui sont collatérales,
On dit par exemple que la zone CFA, la zone CEMAC a besoin de, je dis n'importe quoi, 100 milliards. 100 milliards de CFA en billets, donc il faut fabriquer des coupures de 100 milliards. 200 milliards. Quand la France met à votre disposition les 100 milliards, mais qu'est-ce qui vous dit, elle qui a le monopole de la fabrication de votre monnaie, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas fabriqué 300 milliards et qu'elle a fait tourner 200 milliards dans son économie? Mais qu'est-ce qui vous le dit? Comment vous le vérifiez? Ça, c'est d'un point de vue purement mécanique de la fabrication de la monnaie qui continue, de la monnaie donc du CFA, qui continue d'alimenter et de soutenir l'économie française. Alors, vous avez cette parole qui n'est pas anodine, surtout quand on sait de qui elle est. Cette parole de Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, qui dit « Donnez-moi la monnaie d'un pays et je ne me soucierai pas de ceux qui font ces lois. » Dès qu'on a dit ça, le débat est clos. C'est-à-dire qu'on n'a plus à discuter, à se dire, voilà, il faut sa monnaie, non, il n'y a rien à dire. Donnez-moi la monnaie d'un pays et je ne me préoccuperai pas de ceux qui font ces lois. Donc, Yam Timba a parlé tout à l'heure du triptyque de la souveraineté. Le militaire, la monnaie et la justice. Mais en réalité, la monnaie, c'est le cœur de tout ça. Parce que comme a dit ce monsieur, mais si vous n'avez pas votre monnaie, en fait, vous ne vous armez pas. Si vous n'avez pas votre monnaie, faites les plus belles lois de la planète. C'est celui qui tient la bourse qui vous tient. Alors, quand on a dit ça, on se rend bien compte que il n'y a même pas, quand je dis il n'y a pas de débat, c'est que, en fait, ça c'est pour édifier nos téléspectateurs. Mais quand je dis il n'y a pas de débat, c'est entre les économistes et même les pseudo-économistes qui prétendent que vraiment, c'est une très bonne chose que le franc CFA soit là depuis 75 ans parce que, disent-ils, ça garantit la stabilité monétaire. C'est une idiotie qui n'a juste pas de nom. C'est-à-dire que vous voyez un économiste, un financier qui tient ce genre de langage, il perd toute crédibilité, doit perdre toute crédibilité à vos yeux parce que ça n'a juste pas de sens. Vous avez fait allusion à l'inflation. Quand on parle de stabilité, mais qui a dit que l'objectif d'un pays c'était la stabilité, quand tout le monde cherche la croissance? Ça n'a pas de sens. Qui a dit que l'objectif d'un pays, c'était l'inertie? C'est-à-dire, on est là, ok, on n'avance pas, on ne recule pas. Et vous avez des pseudo-économistes qui, à longueur de plateau, à longueur d'article, vous soutiennent que c'est une très bonne chose pour les pays de la zone CFA, parce qu'ils sont stables, parce qu'ils respectent le taux de convergence de 3% du PIB qui correspond à la limite de l'inflation à ne pas franchir. Il n'y a pas de croissance économique sans inflation. Ça a été dit à suffisance tout à l'heure. C'est parce qu'on crée de la monnaie et qu'il y a d'abord un décalage entre la monnaie créée et les correspondants en biens. Donc, qu'il y a donc l'inflation, parce que l'inflation, c'est ce gap-là, on l'a expliqué ici. C'est parce qu'il y a ce gap qu'on va faire l'effort de rattraper, en termes de création de biens donc, et de richesses, le niveau de monnaie. Et à chaque fois qu'on voudra encore croître, il faudra encore que la quantité de monnaie dépasse le niveau de biens pour qu'on travaille à créer plus de biens et de richesses pour atteindre le niveau de monnaie. C'est ça la dynamique économique d'un pays normal. Quand vous regardez les pays de l'Occident qui nous vantent les bienfaits du franc CFA, vous vous rendez compte que, pour ne prendre que la zone euro, vous vous rendez compte qu'ils ont des critères de convergence sur lesquels, bêtement, servilement, les pays de la zone CFA se sont arrimés à quelque chose près. Ils ont maximum 3%, les traités, conformément au traité de Maastricht, maximum 3% du PIB d'inflation pour les pays de la zone euro. Et ils ont un plafond de 60% ou 70%, 60 ou 70% de PIB en termes de niveau d'endettement. Écoutez bien, très important. Comme leur politique monétaire est centralisée au niveau de la Banque Centrale Européenne, il leur reste donc la politique budgétaire qui leur laisse une latitude en termes d'endettement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux pieds, les deux pieds d'une politique économique, c'est la politique monétaire d'un côté et la politique budgétaire de l'autre. Comme ils sont contraints par la politique monétaire, parce qu'ils ont des taux de convergence qu'ils doivent respecter par rapport à la zone euro. Évidemment, il y a aussi des taux de convergence par rapport à l'endettement. Mais comme l'endettement est davantage du ressort des politiques budgétaires qui sont encore restées autonomes dans chacun de ces pays de la zone euro, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que si les taux d'inflation sont effectivement respectés, c'est-à-dire maximum de 3%,
les taux d'endettement explosent. La France, cette année, est à 120%, 115 ou 120% de taux d'endettement de son PIB. L'Espagne doit être à 120, le Portugal doit être à 110, l'Italie à 115. Tous ont explosé. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que, n'ayant pas la latitude d'accès le levier de la politique monétaire, parce que assujettis à la Banque Centrale Européenne, ils ont au moins la latitude de gérer leur endettement. Sauf que, quand vous prenez les pays d'Afrique, on n'a ni l'un, ni la politique monétaire, ni la politique budgétaire. Parce que d'un côté, la politique monétaire est détenue et comment dire, est imposée par la France, qui nous retient aujourd'hui 50% de toutes nos réserves de change, et donc qui nous fabrique notre monnaie, décide de combien on a besoin, alors que on nous impose un plafond d'à peu près 15% en termes de volume, en termes de quantité de monnaie disponible, 15% du PIB. On ne peut juste pas se développer. De l'autre côté, on a une politique budgétaire qui, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être libre, parce que déjà quand on vous retient 50% du produit de votre commerce extérieur, mais ça crée déjà un déficit au niveau de votre banque commerciale et donc au niveau de vos revenus. Donc vous n'avez pas toutes les ressources que génère votre économie qui peuvent servir justement à avoir une politique budgétaire libre. Deuxièmement, vous avez un plafond d'endettement décidé par Paris au niveau de la BEAC et la BCAO qui vous dit le niveau d'endettement de vos banques au niveau des agents économiques auprès de vos banques secondaires doit avoir un plafond en fonction de la quantité de vos réserves de change dans les comptes du Trésor public français, les comptes d'opération. Mais vous n'avez donc pas d'économie, vous êtes asphyxié et vous n'existez pas. Et je termine cette prise de parole en rappelant que quand on parle de planche à billets, il s'agit évidemment d'avoir son autonomie monétaire et donc d'avoir sa politique monétaire autonome et donc d'avoir sa banque centrale. Avoir sa banque centrale, ça veut dire de décider selon ses priorités, selon sa vision de développement d'un pays, de la quantité de monnaie à mettre à disposition pour son développement. Vous avez ensuite le niveau de création monétaire qui lui appartient aux banques secondaires. La création monétaire, c'est tout simplement un jeu d'écriture et on parle de création monétaire au niveau des banques secondaires parce qu'il y a la possibilité des réserves fractionnaires. Le principe des réserves fractionnaires, ça veut dire qu'une banque qui a dans ses coffres, je dis n'importe quoi, 1 milliard, peut prêter jusqu'à 5, 6, 7 fois des 1 milliard qu'elle a parce qu'elle crée de la monnaie par un simple jeu d'écriture sans avoir besoin d'avoir cette monnaie disponible de manière matérielle. C'est pour ça que c'est une idée pas totalement vraie quand on pense que pour que la banque prête, c'est ce que nos banquiers disent souvent, mais c'est une entourloupe pour tromper l'opinion publique, qui disent qu'ils ne prêtent pas suffisamment parce que c'est l'argent des épargnants qu'ils donnent. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité de monnaie que vous avez reçue dans vos comptes de la banque que vous donnez. Une partie peut être effectivement celle-là, mais en réalité, vous avez recours au système des réserves fractionnaires qui permet de créer la monnaie par un jeu d'écriture au-delà de votre quantité monétaire présente matériellement dans vos coffres. Merci à vous, Paulela. Docteur Célestin Tchakounté, je vous retrouve alors finalement après ces différents développements. Je me base bien sûr sur les analyses de d'autres économistes également qui ne sont peut-être pas pour, je vais le dire comme ça, pour la création, du moins pour eux. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas prête justement à créer sa propre monnaie. Et on se demande donc, est-ce qu'elle peut survivre sur la base de ces données? Est-ce qu'elle peut survivre face au contrôle justement monétaire des puissances étrangères? Si aujourd'hui, les pays de la zone CFA par exemple décident d'avoir leur propre monnaie, mais est-ce qu'ils pourront faire face aux dictats des pays européens? Alors, j'espère que vous me suivez. Oui. Est-ce que, dire comme, je ne sais pas, je crois que la réponse est d'être donnée. Vous avez des pays comme le Rwanda qui ont leur monnaie, le Burundi qui a sa monnaie, le Bhoutan qui a sa monnaie.
est-ce que la question se pose encore si on peut créer une monnaie? Docteur Tchakounté, Si on remonte, oui, excusez-moi, je vous relance. Vous avez parlé justement de ces pays-là. Je prends par exemple le cas du Burundi parce qu'on se rend compte que, même en RDC d'ailleurs, il y a une monnaie, mais on se rend compte que ces pays-là sont toujours obligés d'utiliser à côté justement une autre monnaie, le dollar ou encore l'euro. oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça comment dire, vous savez, quand souvent les enfants font beaucoup de bruit, ou bien un enfant n'est pas ça, on dit attention, il y a un joujou qui va te prendre. Donc, je crois que c'est ce que disait le docteur Yam Timba. Dès qu'on a un problème, on commence à nous dire oui, regardez ce qu'a fait le Zimbabwe, regardez ceci. Mais on ne vous dit pas les autres trucs qui ont bien fonctionné. Parce que la monnaie, il faut la gérer. C'est comme tout le reste. Donc, vous avez vu, dès que la Centrafrique a commencé à dire je vais faire. On a commencé à parler de blanchiment d'argent, des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Écoutez, si on remonte dans l'histoire, pour faire simple, n'importe quel petit roitelet avait le pouvoir de battre monnaie. En réalité, sur le plan économique, on peut faire une monnaie même pour mon village. La monnaie, c'est en fait, c'est la contrepartie des richesses qui sont créées. Richesse, c'est-à-dire quoi? Entre les macabots, le plantain, tout ce qu'on a fabriqué, les meubles, je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça la monnaie, donc, on émet donc une masse monétaire qui, à peu près, couvre c'est bien là. Donc, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je reviens encore à un autre élément. Il y avait une monnaie qui circulait au Cameroun avant l'arrivée des Allemands. C'est récemment que je l'ai su, alors que, expert en finance, j'ai fait des études jusqu'à aller au bout, mais je n'ai jamais entendu cela. Je l'ai appris récemment, je suis en train de me documenter dessus. Il y avait une monnaie qui circulait au Cameroun. Alors d'où vient-il que nous avions une monnaie qui circulait au Cameroun avant l'arrivée des Allemands et donc avant l'arrivée des Français, puisqu'on nous a enseigné au cours, moi on m'a enseigné au cours moyen que la France est la mère du Cameroun, c'est-à-dire que soi-disant qu'avant la France on n'existait pas, mais voilà qu'il y avait une monnaie qui existait avant que les Allemands n'arrivent. D'où vient-il que on avait la capacité de gérer une monnaie avant que les Allemands n'arrivent et aujourd'hui on ne peut plus gérer une monnaie? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient-il que des pays moins riches que le Cameroun, moins bien dotés en termes de matière grise que le Cameroun, ont leur monnaie, et ça fonctionne très bien, et on me dit que le Cameroun peut avoir une monnaie? De quoi on parle? Pour les laver, de vous citer quelqu'un tout à l'heure, qui dit, à partir du moment où je prends le contrôle de votre monnaie, je n'ai plus besoin d'autre chose. Vous êtes, en fait, c'est la télécommande. Notre monnaie est gérée à Paris par des gens qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, mais forcément, il va y avoir des problèmes. Pour poser le problème de la masse monétaire, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a par exemple celui de les commissions que la France prélève quand elle émet notre monnaie. Vous avez entendu à l'Assemblée nationale débattre du montant de la commission? Parce que c'est nous qui demandons à la France, en principe, fabriquer la monnaie. C'est comme si vous allez chez un menuisier, vous commandez votre mobilier, vous débattez, il va vous dire, ça va vous coûter tant. Vous devez discuter le prix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, ok, laisse tomber. Mais je n'ai jamais vu, ni à l'Assemblée nationale d'un pays africain, ni en France, qu'on débatte combien nous payons à la France de ce service. Personne ne le sait. C'est le blackout total. Or, la monnaie appartient aux députés, enfin, au peuple, et donc le peuple à ses représentants. Et donc, il devait en débattre. On voit ça dans la loi de finances. Ça ne se pas. Donc, franchement, il faut qu'on cesse de tourner en rond. Il nous faut notre monnaie. Comme l'a dit Amtimba, la planche à billets, c'est une utilisation, parfois qualifiée de, quand c'est abusif, mais il faut notre monnaie. Ce n'est pas possible de faire autrement. Je débattais l'autre jour, quelqu'un qui me disait que non, mais on ne produit rien. Mais comment ça, on ne produit rien? Mais nous avons tous les éléments pour garantir une monnaie en Afrique. L'or, le diamant, le pétrole, les minerais. C'est nous qui devons garantir la monnaie des Européens. Parce qu'en Europe, ils n'ont rien, ils n'ont que le charbon. Donc c'est à nous de garantir leur monnaie, c'est pas à eux de garantir notre monnaie. Donc vraiment, c'est quelque chose de tellement simple.
Non, vraiment, il faut qu'on fasse notre monnaie. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat dans cette situation. La preuve d'ailleurs, tous ces gens qui nous disent souvent que ils sont pour le franc CFA. Convoquez-les sur les plateaux pour qu'on débatte. Chaque fois quand j'en trouve un, dit bon, allons débattre. Il fuit. Non, le problème ne se pose pas. Le débat n'a plus lieu d'être. Des gens qui disent que... je vous donne un exemple simple. Demandez à un de ces gens-là de venir sur le plateau débattre avec nous. Ils vont fuir. Et ils disent, bon, là, c'est une bonne monnaie. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas une monnaie. Ça nous empêche de nous développer. Il faut qu'on arrête cette histoire. C'est une supercherie, tout simplement. Le franc CFA est une supercherie économique, financière, morale, intellectuelle. Merci à vous, docteur Célestin Tchakounté. Eh bien, on refait le tour justement pour peut-être proposer des solutions une fois de plus, d'ailleurs à la demande aussi des téléspectateurs qui nous suivent et qui espèrent justement avoir des propositions de votre part, comment sortir justement de ce, on va dire quoi, ce gouffre monétaire, comment est-ce que les États africains, surtout ceux-là qui utilisent justement le franc CFA, pourraient aujourd'hui être indépendants sur le plan monétaire. On l'a dit ici sur ce plateau, c'est une décision politique, mais alors on va dire quoi, scientifiquement ou alors oui, sur le plan pratique, comment arriver à ce niveau d'indépendance monétaire? Docteur Yombe, peut-être pour répondre à cette question, on avait vu, je pense bien, c'est le professeur Nicolas Bourou qui disait qu'on peut créer la monnaie en 3 jours seulement. Voilà, est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Avec la volonté politique. Avec la volonté politique. Oui. Mais il peut y avoir des éléments, voyez-vous, un certain nombre d'éléments qui devraient pousser les gens, particulièrement dans les pays où on utilise le franc CFA, à vouloir vraiment qu'il y ait leur monnaie. Je voudrais juste préciser quelque chose. Oui, allez-y. La masse monétaire en zone CFA, dans l'UMOA, correspond à peu près à 25% du PIB. OK. En CEMAC, à peu près à 15%. OK. Alors, c'est très important de comprendre ce que cela veut dire. 15% de la masse monétaire, en 2021, c'était 39 000 milliards de francs CFA à peu près. Ça fait quoi? 59 milliards d'euros. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que 59 milliards d'euros, c'est moins que le PIB de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, vous avez tous ces 8 pays, tout ce qu'ils ont comme masse monétaire, c'est l'équivalent du PIB de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les gens vont pouvoir investir? Et cela représente 59 milliards d'euros, c'est le PIB de la France, c'est à peu près, c'est-à-dire ces 59 milliards d'euros, il faut les multiplier par 47 pour avoir le PIB de la France. Pour ce qui est de la CEMAC, nous sommes à peu près à 16 000 milliards. C'est encore pire. Encore pire, 16 000 milliards de francs CFA, c'est quoi? C'est 24 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est 116 fois ce montant-là. PIB de la France, 2800 milliards d'euros. C'est 116 fois ce montant. À côté de cela, vous avez le niveau d'endettement. Oui. Selon les dispositions de cette zone monétaire franc CFA. L'UMOA peut aller jusqu'à 75%. La CEMAC, c'est 65%. Le problème, c'est que quand vous faites le ratio entre la masse monétaire et le niveau d'endettement, ces pays ne peuvent être que structurellement endettés. Et si ces pays sont structurellement, c'est-à-dire de façon systémique, sont endettés, ça veut dire que en réalité, tout est bien pensé pour s'assurer de contrôler ces pays-là. C'est-à-dire que c'est le marionnettiste qui est là, qui gère. La politique de l'endettement, en tout cas. Mais c'est exactement ça. C'est ce que dénonçait Thomas Sankara. Donc, en fait, le problème que nous avons en matière de création monétaire en Afrique, vous voyez que c'est des éléments qui doivent pousser les Africains à se dire, mais la Chine peut aller jusqu'à 240% de création monétaire, 240% de son PIB de création monétaire. L'Union européenne peut tranquillement aller à 100%. Mais pourquoi nous, on est dans une affaire qui structurellement nous maintient dans l'endettement? Je ne vais pas revenir sur le lien avec l'inflation, mais attention, l'inflation peut être un levier de développement économique. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé dans ce sens-là et qui peut être contrôlé. La difficulté, c'est que
l'Afrique où on utilise le franc CFA et l'Afrique où on utilise le franc comorien, mais même dans l'autre Afrique, c'est-à-dire l'autre groupe où les pays ont leur propre monnaie, nous connaissons un phénomène très rare qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire vous avez la croissance qui stagne, mais les prix qui montent. C'est quelque chose d'anormal. Mais pourquoi? Parce que d'une part, ici, nous sommes structurellement dans l'endettement. De l'autre côté, on fait face à une guerre systématique, une guerre totale du reste du monde. Bon, maintenant, si on ne comprend pas ça, c'est un problème. Sauf qu'on a des solutions. Mais ces solutions demandent du courage politique. Ouais, politique. Les Africains, l'année dernière, ont exporté 30 milliards de tonnes de matières premières. Si vous prenez le coût moyen d'un kilo de matières premières, il y en a qui ne coûtent pas grand-chose, cacao et café, mais il y en a quand même qui coûtent jusqu'à 59 000 euros. Donc, pas le kilo. Mais si vous prenez le coût moyen qui est donc de 500 euros par kilo de matières premières, vous arrivez à 15 000 milliards d'euros. C'est 80% du PIB de toute l'Union européenne. C'est à peu près, vous êtes autour de 3/4, 75% du PIB des États-Unis. C'est beaucoup plus que la Chine. Donc, en fait, vous avez des gens qui ne voient pas. Vous avez un espace où le simple fait d'avoir notre propre monnaie, parce qu'à ce moment-là, pour atteindre ce niveau-là, il faudrait qu'on ait les États-Unis d'Afrique et qu'on décide que tout ce qui sort de l'Afrique est payé dans notre monnaie. Cela aurait été... C'est-à-dire on ne transforme rien. On n'a rien transformé, on a fait comme on a fait là. C'est-à-dire qu'on a sorti les matières premières, vraiment, on n'a rien transformé. 15 milliards d'euros. 80% du PIB de l'Union européenne. Imaginez si on transforme un peu. On transforme juste un peu, pas beaucoup. On transforme un peu. Nous pouvons faire le double. Si on transformait simplement à 35%, 35-40%, on fait le double de ces 15 000 milliards d'euros. Ça veut dire que nous sommes en fait plus riches que tout le monde. Les États-Unis, avec leurs 20 000 milliards de dollars de PIB, seraient même pas à 65%, seraient autour de 60% de notre PIB, de toute l'Afrique. C'est ça le fond du problème de la question monétaire en Afrique. Il n'est pas question de laisser les Africains se réunir et avoir leur monnaie. Nous pouvons faire notre monnaie en 3 jours. Ça, c'est connu, c'est technique. Mais le problème n'est pas au niveau de la technique. Ce n'est pas au niveau de la technique. Le problème est au niveau politique. Sommes-nous prêts en Afrique à avoir notre monnaie? Sommes-nous prêts à avoir une monnaie unique? Sommes-nous prêts à nous regrouper? Parce que la question de la monnaie unique, il ne faut pas la faire comme l'eurozone qui peine à développer. Regardez comment ils se retrouvent manipulés là. Il suffit d'une petite guerre, petite étincelle. Ils ont l'inflation, ils ferment les métros, ils ont tous les problèmes de la planète. Oh, si ces gens avaient un seul État, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc il nous faut un seul État. Donc le problème de la monnaie aujourd'hui n'est pas tellement celui-là. L'autre chose, c'est que nous devons nous fonder, et je vais être obligé de revenir dessus. Maintenant, nous devons nous fonder sur notre histoire. Le CROU dont parlait le docteur Célestin Kapounté, mais le CROU n'était pas la monnaie de quelqu'un. C'était une monnaie sous-régionale entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et le CROU était utilisé. Donc nous avons une expérience historique de partage de la monnaie, d'utilisation d'une monnaie. Dirigé par quoi? L'État, une banque? Il n'y avait pas un État unique, justement, et c'est ça le problème. Il y a eu... C'est ça la grandeur de l'Afrique, mais il faut aller la chercher dans nos racines. On ne la trouvera pas. Aujourd'hui, on vous parle du Bitcoin, qui est une monnaie décentralisée, qui n'appartient à personne. Mais le CROU, c'était la même chose. Ça n'appartenait à personne. Il n'y avait pas il n'y avait pas quelqu'un à qui appartenait le CROU. C'était une monnaie décentralisée dont le cours était totalement flottant et dépendait uniquement des échanges que les gens faisaient. Donc vous avez aujourd'hui, on n'avait pas, c'est comme vous avez le Bitcoin qui est là, qui a une infrastructure décentralisée, qui a une monnaie dont personne ne se réclame, il n'y a pas une banque centrale du Bitcoin, et qui peut être utilisée par tout le monde. Le CROU était une monnaie où on pouvait en adopter l'utilisation aujourd'hui et décider demain de ne plus l'utiliser. Mais la monnaie est là. Le jour où nous allons rentrer là-dedans, je suis content que le docteur Célestin Kapounté dit qu'il rédige quelque chose sur la monnaie. Je lui donne je lui fais comme suggestion de les bien chercher là-dedans, parce que effectivement, pendant qu'il est en train de rédiger ce qu'il est en train de rédiger, il y a beaucoup d'autres travaux qui se font à côté sur les questions de la monnaie. Et là,
l'histoire financière de l'Afrique, comment elle peut nous aider à construire l'Afrique de demain, c'est un sujet sur lequel je suis, par exemple. Et lorsque vous arrivez à ça, vous commencez à vous demander, mais en réalité, ça explique pourquoi nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. Tout ce que nous avons besoin, c'est du courage politique pour dire, ok, on crée notre monnaie, on va faire un État unitaire, un État uni africain, ou alors, on commence par quelque part. Ouais. Imaginez simplement aujourd'hui que l'Afrique centrale, la CEAC, avec ses 11 membres, décide de faire la CEAC et décide que cette CEAC va être un État uni, les États-Unis d'Afrique centrale. Ces gens-là ont exporté près de 10 milliards de tonnes de matière, un tiers de tout ce que l'Afrique a exporté l'année dernière. Cela représenterait 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars, c'est presque le PIB du Japon. Vous comprenez? Oui. En fait, l'ordre de grandeur est tel que si les Africains acceptent d'organiser, le tout n'est pas de dire on va créer notre monnaie et puis le Lesotho commence à avoir sa monnaie, le Cameroun a sa monnaie, le Zimbabwe a sa monnaie, le Sénégal. Non, c'est pas ça. Stratégiquement, quelle est la bonne façon de faire avec cette monnaie? Si nous disons que nous faisons des grands blocs, parce que l'Afrique peut décider aujourd'hui d'avoir 5 grands blocs, comme naturellement ils l'ont déjà fait là, et puis chaque bloc a sa monnaie, et nous créons un système de passerelle entre ces monnaies à l'intérieur de l'Afrique, qui fasse que, à l'intérieur, nous harmonisons ces monnaies sur le plan de leur cours, et sur le plan de leur flottabilité, et sur le plan de la réserve de la valeur, pour éviter qu'une zone siphonne trop de valeur ajoutée de l'autre, et qu'il y ait ce déséquilibre-là. Donc on joue le jeu sur le plan financier, on structure, mais les Africains ont des experts qui savent le faire, on structure tout ça, et on décide que tout ce qui est payé, on peut même décider que ces zones-là ont des monnaies binaires. Donc tu as côté vous dit qu'on peut avoir une monnaie dans le village. Que les monnaies de ces zones sont des monnaies locales, des monnaies binaires, et puis nous avons une devise, une monnaie continentale. Tout ce qui est échange en dehors du continent, c'est cette monnaie qui utilise ça. Vous allez voir que le continent va faire ce qu'on appelle de leapfrog, c'est-à-dire le saut de la grenouille. Nous n'allons pas nous développer de façon linéaire. Et l'Occident veut s'assurer que nous allons nous développer de façon linéaire. Or, si vous vous développez de façon linéaire après les autres, en réalité, la vitesse par laquelle vous vous développez... Il va falloir rattraper aussi. Oui, en fait, en essayant de rattraper, vous multipliez de façon... C'est-à-dire que vous avez un accroissement exponentiel du temps pour les rattraper qui est tel que c'est au moins 3 fois le temps qu'ils ont mis à atteindre que vous allez faire. Donc, si l'Occident, ce qu'ils ont fait ces 200 dernières années, il nous faudra 600 ans pour le faire. Or, si nous décidons de prendre des solutions simples comme celle-là, on a une monnaie africaine ou on a des monnaies sous-régionales au moins, nous allons faire le saut de la grenouille. Et nous pourrons nous développer beaucoup plus rapidement parce qu'il suffit que notre monnaie soit adossée sur un panier de matières premières. L'or, le diamant, le lithium. Bref, les matières premières que nous utilisons aujourd'hui, qui sont recherchées par le monde entier. Mais vous savez que la vanille, par exemple, de la simple vanille de Madagascar, c'est beaucoup plus important que le coton. Donc, c'est beaucoup plus cher que votre cacao et votre café. Donc, on prend les matières les plus chères, on adosse ça sur cette valeur-là. Vous allez le voir, madame, notre continent va tout simplement faire un bond immense en avant. Merci à vous, Dr Yom Timba, Dr Nouma. On sort du moins avec vous également sur cette question des propositions. C'est vrai que vous avez commencé à aborder ce pan de la question. Comment est-ce qu'on pourrait arriver, selon vous, vous proposez quoi pour arriver justement à cette indépendance monétaire? Alors, rappelons que la planche à billets a tourné ces 2 dernières années intensément aux États-Unis, en Occident, parce qu'il y a eu des entreprises qui se sont restructurées carrément par rapport, par exemple, à la fabrication d'un certain nombre de matériaux liés au Covid, etc. Maintenant, avec la guerre, vous voyez que les usines d'armement tournent à plein temps. Il y a eu des reportages là-dessus, etc. Donc, je relève ça parce que une économie, ce sont surtout les entreprises et les entreprises privées. Et ces entreprises ont besoin de financement. Donc, quand vous avez une banque centrale qui ne peut pas créer de la monnaie, parce que la banque, quand elle crée de la monnaie, elle va
la mettre à la disposition des banques commerciales. En réalité, c'est comme si elle prête aux banques commerciales. Et c'est ce qu'on appelle le taux directeur. C'est-à-dire que la banque centrale prête aux banques commerciales à un taux qu'on appelle taux directeur. Et ces banques, maintenant, si le taux directeur est bas, il est fixé de manière à ce qu'on puisse inciter, n'est-ce pas, à la production. Les banques commerciales vont pouvoir aussi prêter à des taux relativement bas aux investisseurs qui ont besoin de fonds pour pouvoir développer les activités, etc. Et donc développer l'activité sur le plan économique et répondre à la demande. Donc s'il n'y a pas ces financements-là, vous voyez aussi pourquoi est-ce que dans nos pays, pour la plupart, les entreprises ont de la peine à se développer. Parce que pour faire grandir une entreprise, il faut des financements importants. Et à un certain niveau de financement, il faut faire recours à des ressources de longue durée. Donc, cela dit, les solutions, je pense qu'on les a évoquées déjà. Alors, la planche à billets par rapport à l'avènement des monnaies digitales, là on a le Bitcoin qui est la référence, ne va pas disparaître. Il y a par exemple la Suède qui est très avancée. On utilise de moins en moins les monnaies physiques en Suède depuis près de 3 ans. Mais la planche à billets est rangée. Elle est rangée parce que on va avoir besoin de moins en moins d'argent fiduciaire en circulation. Mais on en aura toujours besoin puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout payer en ligne sous forme de Bitcoin. Ça reste un problème important en tout cas. Tout à fait. Ça reste important. C'est pour ça que je suis de l'avis du Dr Yam qu'il faille, même si je sais que c'est très compliqué, que tous les pays africains décident, ça c'est vraiment l'idéal, que tous les pays africains décident d'avoir une monnaie, et il a démontré brillamment la capacité, le pouvoir que ces pays-là auraient à être la première puissance mondiale. Parce que c'est ça l'Afrique en réalité. Mais nos dirigeants n'ont peut-être pas encore suffisamment compris que c'est de ça qu'il est question. Donc je suis de cet avis-là, même si je pense que ça va prendre du temps. Donc il faut que les différents pays, avec l'évolution du digital, commencent à remarquer que le système centralisé bancaire est décrié parce qu'il est tenu par une élite qui représente tous les intérêts sauf ceux du peuple, parce que c'est une élite qui est liée au Rothschild, etc. Et donc nous savons à qui appartiennent les banques centrales, les vraies banques centrales. Donc c'est pour cela que cette élite-là fera tout pour que de manière, sous forme de perfusion, elle puisse dire ce qui va se passer dans un certain nombre de pays sans qu'il y ait vraiment de la peine, et le levier sera toujours la monnaie. Donc lorsque je l'ai dit, il est important donc maintenant d'épouser cette autre philosophie, parce que les monnaies digitales, le Bitcoin et tout ça, c'est toute une philosophie. C'est des gens qui ont dit stop à ce monopole, n'est-ce pas? Et qui disent il faut que ce soit un contrôle décentralisé de la communauté qui utilise la monnaie, et tous les États devraient aller dans ce sens, c'est-à-dire soit créer leur propre monnaie digitale de banque centrale. Je rappelle que les monnaies digitales de banque centrale sont ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire les monnaies digitales adossées à l'or. Ok. Vous voyez, donc ça corrige déjà le fait qu'on a déconnecté le dollar de l'or depuis des décennies. Et là, il y a des monnaies digitales qui reviennent, qui disent nous sommes stablecoins parce que nous avons la quantité d'or correspondante pour garantir la valeur de cette monnaie qui est digitale. Donc nos États doivent aller vers là parce que ça va permettre de reprendre un certain pouvoir lié à la souveraineté réelle. Et Paul la disait et rappelait tout à l'heure que la monnaie, c'est le pilier central. Si on n'a pas cette monnaie-là, on ne peut pas avoir une vraie armée, on ne peut pas avoir une vraie justice. Donc pour cela, il faut y aller et évidemment envisager d'avoir une planche à billets dont l'idéal serait une planche à billets africaine. Merci à vous, Dr Nouma. Paul est là. Alors, il faudrait effectivement avoir sa planche à billets, en tout cas, il faudra avoir sa monnaie, mais il faudrait également s'arrimer à l'évolution des choses, entre autres le Bitcoin, du moins la monnaie
on va dire quoi, numérique, qui fait son entrée aussi. Toutes les formes de souveraineté sont les bienvenues quand il s'agit de politique monétaire. La forme n'est pas une préoccupation. On peut décider qu'on utilise des cailloux ou des grains de sable comme monnaie, parce que la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'on lui donne. Donc, que ce soit une monnaie numérique, que ce soit une monnaie papier, vraiment, ce n'est vraiment pas là le fond du débat. C'est vraiment avoir sa souveraineté monétaire, parce que, voyez-vous, c'est quand même assez effarant que certains Africains, je suis dépassé parfois quand j'entends les raisonnements de certains Africains, qui plus est, se présentent comme des experts de je ne sais quoi. Quand on sait que ces pays occidentaux qui se sont transformés en chantres des bienfaits du franc CFA, du fait d'une prétendue stabilité, et que sais-je encore, quand on se souvient que ces pays-là, en réalité, se sont développés par rapport à ce qu'ils présentent comme leurs critères de développement, parce qu'ils ont pu faire tourner leur planche à billets. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, donnez-moi le nom du pays d'Occident, en tout cas ce qu'ils considèrent comme les pays riches, qui s'est développé en dépendant de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a rappelé que, je pense que c'est Célestin Tchakounte qui rappelait tout à l'heure que la France à l'époque s'était vu le risque d'imposer, de se voir imposer la monnaie américaine. Et ils n'ont pas accepté. Je rappelle également que la même France, avant la libération de la France des nazis, au courant de la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1940, à partir de 1940, s'est vu imposer le Deutsche Mark. Ah oui, un Deutsche Mark valait désormais 20 francs français. Il faut que nos téléspectateurs suivent bien et vous verrez si ce qu'on dit là ne se tient pas. Et le CRU, jusqu'en 1894, donc la monnaie, pour ne parler que du Cameroun, qu'on utilisait ici, avant donc la période des Allemands, quand les Allemands sont arrivés, un CRU valait 20 Reichsmark. Est-ce que vous voyez le rapport? Maintenant, quand l'Allemagne, qui sortait de la guerre franco-prussienne de 1870 et qui a donc organisé la conférence de Berlin avec son chancelier Otto von Bismarck, puisque l'Allemagne était vainqueur de cette guerre-là, était donc toute puissante, c'est elle qui convoque la conférence de Berlin, ça se passe justement en Berlin, en Allemagne, et c'est elle qui organise les débats pour le partage de l'Afrique en 1884-1885. Et quand l'Allemagne, quelques années après, se voit attribuer donc le Cameroun comme colonie, pour faire simple, avec protectorat et tout le reste, là, tout ça c'est des colonies en valeur absolue. Quand elle se voit attribuer le Cameroun comme colonie, l'Allemagne trouve que le Cameroun utilise des jeunes monnaies qui s'appellent donc le CRU, et l'Allemagne fait donc cohabiter le Reichsmark de l'époque, mais se rend bien compte que le CRU est adossé à des valeurs réelles en termes de richesse que nous avons, et est contrainte de faire en sorte que le CRU ait une valeur supérieure au Reichsmark, qui allait devenir le Deutsche Mark plus tard. Et quand l'Allemagne annexe la France à la Seconde Guerre mondiale, et que l'Allemagne soumet donc la France économiquement, politiquement et militairement, le rapport entre le franc français et le Deutsche Mark de l'époque correspond à un rapport inversé entre le CRU et le Reichsmark de l'époque, puisque un Deutsche Mark égale à 20 francs français. Et la France se retrouve donc assujettie monétairement par l'Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs que quand la France se libère donc de l'Allemagne nazie, grâce aux Africains, je vous rappelle, la France copie. C'est pour ça qu'on dit que le franc CFA est une monnaie nazie, parce que les gens demandent souvent pourquoi on dit que c'est une monnaie nazie. Mais parce que la France est inspirée de l'assujettissement monétaire que lui a fait subir l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme récompense à l'Afrique qui venait de la libérer de l'occupation allemande, la France n'a rien trouvé de bon comme récompense pour l'Afrique que de lui appliquer un système monétaire nazi. Alors, quand on regarde tous ces pays qui se sont développés avec leur propre monnaie, aujourd'hui encore, on parle des chiffres astronomiques. Quand vous apprenez que la Federal Reserve aux États-Unis consent à un projet de loi qui a été voté même d'ailleurs de 40 milliards, ce n'était pas le seul concours financier qu'ils ont apporté à l'Ukraine.
vous croyez que ça se passe comment? Vous pensez que les 40 milliards de dollars là sont posés quelque part? Ils font tourner la planche à billets. Et les États-Unis font tourner la planche à billets de façon permanente quand ils le veulent, tout simplement, et quelqu'un l'a rappelé à juste titre tout à l'heure, parce que depuis 1930 qu'ils ont mis fin à l'étalon or, et depuis 1971 qu'ils ont mis fin à la convertibilité or-dollar, les Américains maintenant ont une liberté quasi infinie de faire tourner leur planche à billets, mais eux ils s'en sortent plus ou moins. Pourquoi? Parce que ils sont rentrés dans une logique de financiarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent plus l'économie réelle uniquement du fait de la spéculation. Vous avez par exemple eu les crises financières, la crise financière de 2008. Du fait de la spéculation, ils ont une richesse fictive. C'est-à-dire qu'un bien qui vaut X dollars va être représenté par un actif financier qui vaudra 1000 fois X dollars. Et ils vont donc dire que leur pays a créé une richesse sur la base d'une valeur fictive due justement à la spéculation. Et comment est-ce que les États-Unis font pour justement équilibrer leurs économies et ne pas exploser sous l'inflation? C'est par le canal de la dette, tout simplement. Ils vont donc exporter ce surplus de création monétaire vers les pays auxquels ils auront imposé des embargos, auxquels ils auront imposé des guerres, et ils vont se proposer pour reconstruire ces pays. Ça crée donc un référent monétaire pour la création de richesses dans d'autres pays qu'ils assujettissent économiquement, pour donc régler le problème de l'inflation. Donc, il est évident que nous sommes les dindons de la farce, les pays africains, surtout de la zone CFA, à qui on dit, c'est très bien, restez dans l'immobilisme, ne vous gênez pas, vous n'avez pas d'inflation, vous n'avez pas de crédit, tout va bien, et retournez-vous tout simplement vers la dette, parce que justement, c'est la dette qui maintient le système impérialiste et capitaliste. Merci une fois de plus à vous, Paul est là. Docteur Célestin Tchakounté, une dernière prise de parole avec vous. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir? Alors, je crois que les panélistes ont vraiment fait la question. Hein. Bon, je n'ai pas salué mes amis qui sont sur le plateau, Yann Simba, Paul est là, et l'autre panéliste que je ne connais pas bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut qu'on ait le courage d'aller de l'avant. On doit créer notre monnaie, il n'y a pas d'autre solution. Je voudrais juste dire une dernière chose, c'est ce qu'a dit Paul est là tout tantôt. Le franc CFA n'a aucun avantage pour nous. Il a des avantages pour la France. La seule chose qu'on nous vend là-dedans, que la stabilité monétaire, est une chimère. Personne ne recherche la stabilité. Même la vie est une instabilité. Je vais chuter, si vous allez à l'hôpital, vous voyez là où la vie a jailli, vous voyez, quand vous voyez le bébé, c'est pas la stabilité. C'est plutôt l'instabilité. Quand vous entendez les cris, même quand ils dorment, c'est pas la stabilité. Par contre, si vous voulez voir la stabilité à l'hôpital, allez à la morgue. Là, vous verrez la stabilité. Mais la stabilité monétaire, c'est la même chose. Ça nous tue. Ça tue nos économies. Donc, il faut qu'on en sorte. On a les moyens de le faire. Et puis, si une monnaie a circulé, comme on dit un petit peu avant 1884, aujourd'hui, nous avons des experts, des grands ingénieurs, de grands économistes, de grands financiers. Oh, comment ça se fait qu'on a pu le faire? On a pu avoir une monnaie à ce moment-là, qui était en plus une monnaie régionale, qui était encore plus compliquée à piloter. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de monnaie. Alors qu'on a maintenant de grands experts. Et Dieu merci, il y a d'authentiques experts. Parce que les faux, je vous ai dit, ceux qui défendent le franc CFA, demandez de venir sur le plateau, vous allez voir, ils vont fuir. Ils défendent sous le plateau, sous le manteau. Quand vous dites venez en débat, ils fuient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la décision de créer notre monnaie, tout simplement. C'est la seule façon pour nous de pouvoir nous développer. Parce que si ce système qu'on nous a imposé, parce qu'il faut le dire ainsi, était fonctionnel, nous ne serions pas les seuls au monde à l'avoir. Parce qu'il faut bien le dire, nous sommes les seuls au monde à avoir ce type de système. Les seuls. Puisque la France elle-même l'a rejeté. Et il n'y a il y a d'autres pays au monde qui acceptent cela. Et d'ailleurs, je vais chuter là-dessus, vous n'avez pas d'exemple d'un pays qui s'est développé avec la monnaie de notre pays. C'est pas possible. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, nous, on ne pourra pas se développer avec la monnaie de quelqu'un d'autre. Il faut notre monnaie qui reflète la production du manioc, du macabo, du plantain et notre sous-sol.
pétrole, gaz, diamants, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'est la monnaie. Elle doit être le reflet de ce que nous sommes, le reflet de nos productions, le reflet de nos ambitions. Voilà en gros une monnaie qu'on doit mettre en place. Il n'y a pas 36 solutions. Merci Manuela. Merci également à vous, Dr Célestin Tchakonte. Merci beaucoup. Alors, on va prendre la transition avec le concours de la réalisation. Ensuite, on revient sur le plateau pour le mot de l'écho. Le mot de l'écho, c'est avec vous, bien sûr. Paul est là, on va parler de la balance commerciale. On entend beaucoup parler justement de la balance commerciale dans les débats économiques. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est quoi la balance commerciale? Alors, Manuela, pour tes millions de téléspectateurs, la balance commerciale, en réalité, on l'a d'ailleurs utilisée plus d'une fois au cours de ces débats. La balance commerciale, c'est un document de comptabilité publique, donc, qu'un pays utilise pour retracer tous les flux des transactions commerciales. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on aura une balance commerciale du Cameroun par rapport au reste du monde, ou on aura une balance commerciale du Cameroun par rapport à un pays donné. Ça veut dire que quand on a la balance du Cameroun par rapport à un pays donné, on fait on va dire, on compare ce que nous importons en termes de biens avec ce que nous exportons. Et donc, cette balance commerciale, si ce que nous exportons est supérieur en termes de valeur à ce que nous importons, on dit qu'on a une balance commerciale excédentaire. Et si ce que nous importons est supérieur à ce que nous exportons, ça veut dire qu'on a une balance commerciale déficitaire. Pour le cas de l'Afrique, on sait que l'Afrique exporte beaucoup plus. L'Afrique importe plus. Voilà, donc on a une balance commerciale déficitaire. Pour le cas du Cameroun, par exemple, elle est déficitaire de façon structurelle, ça veut dire depuis belle lurette. C'est un mauvais système en tout cas. On entend aussi parler de balance de paiement. Où est-ce que se situe justement la différence? Alors, très bonne question, Manuela. La balance des paiements, c'est toujours un document de la comptabilité publique qu'utilise un pays pour retracer toujours les flux des transactions entre un pays et le reste du monde, ou un pays et un autre pays. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus complet. Dans la balance des paiements, la balance commerciale est un élément, est un poste de flux. Et à côté donc du poste de flux qu'est la balance commerciale qu'on vient d'expliquer, dans une balance de paiement, vous avez également la balance des services, vous avez également les revenus primaires et secondaires. Ça veut dire tout ce que, par exemple, si vous êtes camerounaise, et que vous travaillez à l'étranger, ce que vous percevez comme salaire à l'étranger et que vous rapatriez par exemple dans votre pays est comptabilisé dans les flux primaires et secondaires selon que ce sont des investissements autres que votre salaire. Donc, la balance des paiements, c'est la balance commerciale regroupe l'ensemble en fait des postes de transactions et des flux entre un pays et un autre ou entre un pays et le monde. Et le reste du monde. Donc, vous avez dans la balance des paiements, je le disais, la balance commerciale, la balance des services, qui cette fois-ci, c'est le point des flux entre les échanges de services, ça veut dire les biens immatériels, les revenus primaires et secondaires, et entre autres postes aussi dans la balance des paiements, vous avez par exemple les investissements directs étrangers, les investissements de portefeuille, ainsi de suite, les erreurs et omissions. Donc, vraiment, c'est plus complet. Donc, balance de paiement contient la balance commerciale et d'autres postes et récapitule l'ensemble des postes de flux entre un pays et le reste du monde. Alors, quelle est l'utilité de ces deux, on va dire quoi, ces deux opérations comme ça au système pour la gestion d'un pays? Alors là, c'est très important pour la gestion et la politique économique même d'un pays. C'est-à-dire que grâce à la balance des paiements et la balance commerciale donc s'entend, un pays peut se rendre compte que on est déficitaire de façon structurelle et regarder les postes qui font qu'on soit déficitaire. Je prends l'exemple de la France. La France, par exemple, a une balance commerciale structurellement, une balance des paiements structurellement déficitaire
Et c'est du fait de la balance commerciale, parce que la France, en réalité, comme j'aime bien le dire, la France produit quoi? En réalité, si ce n'est de la pluie et du vent, comme dirait quelqu'un. Donc, ils sont plus portés sur les services. Oui. Donc, leur balance commerciale est déficitaire, mais leur balance de services est excédentaire. Donc, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Donc, oui. Un pays, donc, en prenant poste par poste les éléments de la balance de paiement, en regardant où ce pays est déficitaire et où il est excédentaire, permet donc de réorienter les priorités économiques pour donc créer, assurer la stabilité du pays. Parce que si vous importez trop et que vous exportez peu, à un moment donné, vous pouvez définir, et on parlait de la monnaie tout à l'heure, vous pouvez décider quand vous avez votre planche à billets, donc quand vous avez votre politique monétaire autonome, comme la Chine, vous pouvez décider d'avoir une politique monétaire inflationniste, par exemple. Ça veut dire que vous faites tourner la planche à billets parce que votre balance de paiement ne vous arrange pas en termes d'indicateurs. Comme vous pouvez également décider, quand votre balance de paiement est structurellement déficitaire, vous pouvez décider, par exemple, de faire une politique, de tourner votre politique économique et donc commerciale vers les exportations. Et pour tourner votre politique commerciale vers les exportations, il faut déprécier votre monnaie. C'est-à-dire qu'il faut la rendre faible, comme par exemple la Chine l'a fait pendant longtemps et le fait encore. Donc voilà à quoi peuvent servir la balance. La question d'un téléspectateur justement parlant d'import-export, il se demande, pour les pays qui n'ont pas leur monnaie, qu'est-ce qui est préférable? Plus importer ou alors plus alors, pour les politiques qui n'ont pas leur monnaie. Alors, je réponds, mais on l'a dit, hein, suffisant. Oui. Pour les pays qui n'ont pas leur monnaie, mais il n'y a rien qui soit mieux. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de liberté. Parce qu'en fait, quand on demande ce qui est mieux, ça veut dire qu'on a le choix. Mais quand vous n'avez pas votre monnaie, votre politique monétaire n'est pas autonome, vous n'avez pas de choix et vous êtes soumis, en fait, aux desiderata de ceux qui tiennent votre monnaie. Par exemple, quand la France sait qu'elle ne produit pratiquement pas grand-chose en termes de balance commerciale et donc elle est déficitaire structurellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rattrape avec les pays africains sur lesquels elle a un arrimage fixe, en tout cas par rapport à l'euro de la monnaie, et impose donc le type de politique monétaire au pays CFA qui va l'arranger, la France, son économie. Donc, elle va, par exemple, décider de retenir, comme c'est déjà le cas, 50% des avoirs de notre commerce extérieur dans ses comptes, qu'elle fait tourner pour alimenter son économie. Donc, en réalité, quand on n'a pas sa propre monnaie, on a les bras liés. Et donc, on n'a même pas le choix, parce que politique économique veut dire choisir entre telle ou telle autre option. Donc, on n'a même pas le choix et on ne peut que subir. Voilà, merci donc à vous, Paulela, pour ces explications. Ce soir, une fois de plus, on parlait bien sûr de balance commerciale. Merci également au docteur Célestin Chakounté qui était avec nous. On espère qu'on vous retrouvera dans une autre édition parce qu'on remettra ce sujet sur la table. Et pourquoi pas, on va, comme l'a proposé un téléspectateur qui voudrait encore un peu plus en savoir en ce qui concerne le CROU, on verra si on pourra le mettre, ce sujet, sur la table des discussions, peut-être pour mieux argumenter là-dessus. Merci également à vous, docteur Ndouma, d'avoir été une fois de plus avec nous sur ce plateau sans vous oublier. Voilà, merci. Merci sans vous oublier, docteur Yom Timba également. Merci d'avoir été avec nous ce soir.